la guerre en Ukraine est devenue la marotte d'Emmanuel Macron qui lui permet de continuer à exister, qui a donné un peu un sens à ce deuxième mandat présidentiel assez largement. Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle émission d'actualité. Ce mardi 24 février 2026 marque les 4 ans de la guerre en Ukraine. Pour parler aujourd'hui de ce sujet, je reçois Charles Danjou, président d'Omerta. Bonjour Charles, et avant de commencer, il me semble que vous avez une annonce à faire aux auditeurs pour cette semaine. Bonjour Joséphine, bonjour à tous. Oui, cette semaine, donc on va reparler de l'Ukraine dans une émission spéciale, ce qui va nous permettre de revenir sur 4 ans de travail d'Omerta sur le terrain. D'ailleurs, pour ceux de nos auditeurs qui ne le savent pas, le 24 février 2022, j'étais à Donetsk au moment du déclenchement de l'opération militaire spéciale, aidant une équipe de TF1 LCI, à l'époque où encore, et ça a duré à peu près 3 mois, cette chaîne mainstream ne racontait pas n'importe quoi, ne faisait pas de la propagande systématique pro-Ukraine, adossée à des experts de plateau, des généraux qui n'ont jamais fait la guerre et des philosophes idéologues combattants anti-français comme Bernard-Henri Lévy par exemple, ou notre ami Nicolas Tenzer et bien d'autres. Voilà, donc ça va nous permettre de revenir là-dessus. On va organiser donc un live spécial normalement ce vendredi à 18 h. Voilà. J'invite nos auditeurs non seulement à s'abonner à cette chaîne YouTube pour être tenus au courant des nouveautés, des informations, notamment de l'organisation de ces directs, et puis aussi de s'abonner à notre newsletter et de télécharger notre application. Le téléchargement de l'application, il est gratuit et il se fait via Apple Store, Google Play, via notre site internet www.omertamedia.fr. Charles, à cette occasion, justement, Emmanuel Macron s'est exprimé en disant, je cite, cette guerre est un triple échec pour la Russie, estimant que la guerre en Ukraine est un échec militaire, économique et stratégique. Mais est-ce la réalité ou bien une stratégie pour ne pas perdre la face contre la Russie? Alors d'abord, ce que dit Emmanuel Macron, c'est évidemment assez simpliste, mais je dirais l'objectif de cette déclaration le jour du 4e anniversaire, entre guillemets, du déclenchement de l'opération militaire spéciale par Vladimir Poutine, c'est de marquer le coup vis-à-vis de l'opinion publique et du contribuable français et d'expliquer que tout ce qui a été entrepris depuis le début de la guerre, le soutien à l'Ukraine, notamment le soutien financier et matériel, ont permis je dirais quasiment de vaincre la Russie. L'explication qui en est donnée, que tu as rappelée, c'est vraiment d'expliquer que, en gros, le soldat Macron a réussi à tenir tête à Vladimir Poutine, ce qui, on va le voir dans les faits, est très largement à nuancer. La guerre en Ukraine est devenue la marotte d'Emmanuel Macron qui lui permet de continuer à exister, qui a donné un peu un sens à ce deuxième mandat présidentiel assez largement. Et donc, comment dire, il déballe un narratif d'abord pour s'auto-congratuler, ça c'est très courant chez Emmanuel Macron, l'auto-satisfecit. Et puis deuxièmement, l'objectif, effectivement, comme la guerre en Ukraine est un objectif, le prolongement de la guerre en Ukraine, la prolongation de la guerre en Ukraine est un objectif d'Emmanuel Macron qui répond à une ambition personnelle qu'il souhaite se construire, un destin politique qu'il souhaite se construire au niveau européen et une idéologie progressiste mondialiste qui le pousse, je dirais, à cette guerre idéologique contre la Russie, à tout faire pour gêner la Russie, à tout faire pour défaire la Russie, pour démanteler la Russie, pour réduire son influence. Il a besoin d'expliquer aux contribuables qu'il va falloir continuer à payer au moins l'année qui reste de son mandat présidentiel. La France a encore donné beaucoup d'argent et beaucoup de matériel durant les derniers mois, et donc il faut faire un petit peu œuvre de pédagogie pour expliquer au contribuable français qui est pris à la gorge, eh bien que non seulement il doit payer pour les migrants, les clandestins, mais aussi qu'il doit payer pour les soldats ukrainiens. Voilà. Après, son constat est évidemment à relativiser. Évidemment, l'objectif de Vladimir Poutine lorsqu'il lance cette opération militaire spéciale, c'est de
renverser le pouvoir à Kiev. L'opération qui est lancée le 24 février n'a pas pour but de s'ancrer dans la durée, n'a pas pour but de lancer l'armée russe dans des batailles urbaines. C'est un énorme coup de pression qui est aussi un peu un coup de poker avec une armée russe qui fait le pari que l'armée ukrainienne va s'effondrer et que les Ukrainiens vont l'accueillir au moins dans un certain nombre de régions à bras ouverts, notamment à Kiev. C'est évidemment pas ce qui se passe. Et donc l'armée russe, la stratégie russe, eh bien, s'adapte devant l'obstacle et change complètement. On y reviendra en détail. Simplement, ce qui est mensonger dans les déclarations d'Emmanuel Macron, c'est de dire que la Russie est en échec total. Non, la Russie n'est pas en échec total, évidemment. Elle n'a pas rempli tous ses objectifs. Elle a subi un certain nombre de défaites, de résistances. Elle en subit encore une résistance ukrainienne qui est âpre. Ceci étant, Vladimir Poutine a remporté aussi un certain nombre de victoires. D'abord, il est acquis aujourd'hui que la Crimée et le Donbass ne reviendront jamais à l'Ukraine et reviendront dans leur intégralité à la Fédération de Russie, c'est évident. Jamais les Russes ne lâcheront sur la partie du Donbass, un, qu'ils occupent, deux, qu'il leur reste à conquérir. Et deuxièmement, le constat d'Emmanuel Macron sur l'économie russe et la situation en Russie, là aussi, répond à de la propagande. C'est absolument pas ce qu'on voit ni à Moscou ni dans les régions. Il n'y a pas eu d'effondrement économique. Quand j'ai démarré quand je suis rentré de 3 mois d'Ukraine et que j'ai été invité sur les plateaux d'LCI, je suis à l'époque tombé sur des espèces de propagandistes complètement dingues qui expliquaient qu'il y avait des queues devant les magasins d'alimentation à Moscou et que les gens étaient au bord de la révolte. Il faut bien comprendre que beaucoup des analyses, dont celle d'Emmanuel Macron, qui sont fournies sur l'Ukraine, soit le sont de la part de dingues qui en fait fantasment une réalité qui n'existe pas, soit sont des mensonges qui répondent à un objectif de manipulation de l'opinion publique. Et je pense que concernant Emmanuel Macron, on est évidemment plutôt dans ce deuxième cas. Il faut rappeler aussi qu'Emmanuel Macron court après Vladimir Poutine pour lui parler depuis 4 ans, tout en expliquant que c'est un criminel de guerre et que c'est un dictateur. Donc tout ça n'a aucune cohérence. Ce qu'on peut dire, et c'est un chiffre que nos auditeurs peuvent vérifier, puisque chez Omerta, on fait le boulot sérieusement, c'est-à-dire on regarde les faits, ensuite les gens se font leur propre opinion. C'est un chiffre qui est tombé aujourd'hui, c'est que les exportations de brut de pétrole russe sont aujourd'hui supérieures au niveau d'avant la guerre en Ukraine. Donc la Russie a augmenté les volumes de pétrole qu'elle exporte. C'est très important de le comprendre. C'est-à-dire que les sanctions ne fonctionnent pas, les sanctions économiques ne fonctionnent pas, que les sanctions sur le pétrole russe ne fonctionnent pas. C'est pareil sur le gaz. L'Europe s'est coupée en partie de ses sources d'approvisionnement. Officiellement, elle s'en est coupée totalement depuis très longtemps. Dans les faits, c'était encore un mensonge. L'Europe a toujours été approvisionnée à la fois en gaz et en pétrole russe par de petits pays comme la Bulgarie, par des sociétés détournées, par des acteurs intermédiaires, etc. Là, ce qui est important de comprendre, c'est que quand ces mêmes experts expliquaient que les sanctions européennes, les sanctions américaines allaient couper le robinet des exportations de pétrole, c'est totalement faux. Voilà. Cet article, d'ailleurs, il est à retrouver. C'est un article écrit par le Figaro et l'AFP, donc on ne peut pas les soupçonner d'être pro-russes. Et il nous explique, il officialise que quand on parle de hausse, on est à 6% de hausse par rapport au volume d'avant-guerre. Alors évidemment, il y a une petite nuance et on ne va pas la cacher, c'est que le pétrole qui est aujourd'hui exporté en majorité d'ailleurs vers les pays des BRICS, qui soutiennent la Russie économiquement, qui n'ont jamais cessé de lui acheter son pétrole et son gaz, qui au contraire ont augmenté l'achat de ces matières premières malgré les pressions notamment de Donald Trump qui essaie un petit peu de leur tirer les oreilles, notamment aux Indiens, eh bien, ça a permis à la Russie de tenir et ils ont pu aussi négocier avec les Russes à des tarifs tout à fait avantageux. Donc, les Russes vendent plus de volume, mais ils procèdent en fait
à des remises, à des discounts sur des pays qu'ils considèrent comme des alliés, non seulement à court terme pour cette guerre en Ukraine, mais aussi à moyen et long terme. C'est ce qu'on appelle le Sud global. Et là-dedans, effectivement, c'est une victoire de Vladimir Poutine d'avoir réussi à fédérer une très grande partie du Sud global autour de lui. Et là, c'est une défaite d'Emmanuel Macron. C'est pareil, c'est un sujet qu'on développera, mais quand Emmanuel Macron parle d'échec de la Russie, il devrait plutôt regarder son propre bilan, qui est un échec total à l'international, dans la plupart des pays du monde, notamment en Afrique, mais aussi en Asie, avec un Sud global qui le méprise et qui ne retient qu'une chose de la dernière année d'Emmanuel Macron, c'est la gifle, la baffe infligée par Brigitte au moment où en Thaïlande, la porte de l'Airbus s'ouvre. Les gens retiennent ça. Les gens n'ont pas ce genre d'exemple à propos de Vladimir Poutine. Tu vois, Vladimir Poutine, c'est sérieux, c'est de la coopération, c'est de l'aide, c'est quelqu'un qui assume le fait de faire la guerre et qui, je dirais, assume les valeurs traditionnelles, alors que de l'autre côté, on a une bande d'hybrides qui, je dirais, sont dans le reniement, la trahison et la tentative d'imposer des valeurs progressistes occidentales euh, écœurantes à des gens qui ont envie de rester fidèles à ce que leur ont transmis leurs parents et leurs grands-parents. Voilà, donc cette déclaration n'est pas vraiment à prendre au sérieux. On va revenir sur tout ça. C'est évidemment un mensonge et on continuera de le démontrer. Et donc, Charles, quelles sont véritablement les limites diplomatiques d'Emmanuel Macron et des dirigeants européens dans la résolution de ce conflit? Alors, avant de répondre à ta question, je vais quand même ajouter un point, c'est qu'évidemment, la situation en Russie, elle n'est pas, je dirais, la Russie subit aussi la guerre, il y a des conséquences en Russie, effectivement. La guerre n'est pas sans impact, mais ce qu'il faut noter, c'est que la plupart des pays occidentaux n'auraient jamais tenu ce que tient la Russie et n'auraient jamais tenu ce que tient l'Ukraine. C'est notamment le cas, je dirais, de leurs dirigeants. La pression que subissent Vladimir Poutine et Volodymyr Zelensky, Emmanuel Macron serait incapable de la supporter. Donc, évidemment, pour répondre à ta question, cette guerre, les Européens la voient un peu de loin. D'abord, la priorité pour eux, c'est évidemment d'opposer une résistance à Vladimir Poutine, parce qu'ils savent que derrière Vladimir Poutine, il y a un certain nombre de... En fait, et d'ailleurs derrière Donald Trump, c'est ce qui est le drame des Européens depuis plus d'un an, c'est que Donald Trump est devenu président des États-Unis et que derrière Trump et Poutine, il y a effectivement un début de révolution conservatrice qu'on a observé en Europe via le travail d'Omerta, et que aujourd'hui les Européens se retrouvent isolés et durant les premières années du conflit, comptant sur le soutien de Joe Biden des démocrates américains, ils se sont sentis tout puissants et ils étaient convaincus que la Russie s'effondrerait parce que, un, ils ne connaissent pas la Russie, deux, ils se font de la Russie, ils se représentent la Russie comme une caricature avec des gens abrutis, alcoolisés, pauvres, etc., etc. Et cetera. Et donc pour eux, cette caricature de la Russie et l'appui du président américain, il était évident que la Russie tomberait. Ça ne s'est pas passé comme prévu. Les Russes sont un peuple extrêmement résilient, comme les Ukrainiens d'ailleurs, un peuple qui sait se battre, un peuple qui s'est adapté à cette nouvelle guerre. Et effectivement, les Européens qui, à l'été 2023, pensaient que la contre-offensive ukrainienne, pour laquelle ils encourageaient Volodymyr Zelensky, ils étaient persuadés que cette contre-offensive marcherait parce que, effectivement, l'armée russe était composée d'une bande de crétins avec du vieux matériel soviétique. Le premier revers pour les Européens était effectivement l'échec de cette contre-offensive qui a coûté très cher à l'armée ukrainienne, qui a coûté très cher aux contribuables européens. Et il y a eu un petit espoir au moment de l'offensive dans la poche de Koursk, où là, effectivement, là aussi, les Européens se sont dit que en menant la guerre sur le sol russe, en prenant une petite partie du territoire russe, symboliquement, ça allait déstabiliser la Russie. Tout ça n'a eu comme effet que de renforcer et d'une certaine manière aussi de radicaliser le positionnement des Russes qui
pour une majorité, ne s'est jamais félicité de cette guerre. Ils ont toujours soutenu, la majorité a toujours soutenu Vladimir Poutine, mais euh, la majorité a toujours regretté que les choses évoluent dans ce sens et que la Russie soit obligée de faire la guerre à l'Ukraine pour, je dirais, se protéger. Mais toutes ces initiatives européennes, la radicalisation des Européens aux côtés des Ukrainiens et les actions ukrainiennes ont permis de renforcer l'opinion publique autour de Vladimir Poutine, en ne lui laissant finalement pas le choix. C'est-à-dire que aujourd'hui, la majorité des Russes considèrent qu'il faut aller jusqu'au bout parce que en face, on a des gens qui ne veulent pas négocier, qui veulent faire tomber la Russie, qui ont annoncé d'ailleurs la chute de Vladimir Poutine en expliquant qu'il était malade, qu'il était homosexuel, qu'il allait être renversé par un coup d'État. Euh, Tout ça finalement n'a laissé aux Russes qu'un seul choix, c'est celui d'aller jusqu'au bout dans cette guerre et d'infliger au bout de peut-être d'encore une année, 2 années, une défaite militaire à l'Ukraine et une défaite politique aux Européens. Il y a chez les Russes l'envie de, après avoir été caricaturés, moqués, euh, il y a une envie de revanche politique et une envie d'infliger à cet Occident arrogant de gens qui n'ont, euh, pour la plupart des dirigeants qui sont aujourd'hui, je dirais, à la tête de l'Union européenne, euh, qui, n'ont, euh, qui ne connaissent de la guerre que des rapports et quelques images et qui jouent avec la guerre, en fait, une défaite politique totale qui permettra, et c'est le pari de Vladimir Poutine, et c'est ce que Donald Trump a bien compris, et il y travaille aussi, qui permettra aux forces conservatrices euh, patriotes européennes dans quelque temps de prendre le pouvoir et de virer, de dégager la petite bande de mondialistes et de progressistes qui sont barricadés à Bruxelles, barricadés à Paris, barricadés à Londres et barricadés à Berlin. Et que retenir finalement de ces 4 années de guerre? Alors, il y a l'évolution sur le terrain où effectivement, on en a parlé aussi, il y a un certain nombre d'évolutions techniques qui sont tout à fait majeures. Il y a l'apparition des drones, mais surtout, il y a le fait que on voit bien, c'est peut-être ce dont je vais parler, parce qu'on y reviendra, mais on voit bien qu'au bout de 4 ans de guerre, ni les Ukrainiens ni les Russes ne veulent lâcher, que c'est un combat à mort, qu'il ne peut pas y avoir de demi-victoire pour les Ukrainiens comme pour les Russes. Les Russes doivent en très grande partie détruire l'armée ukrainienne, obtenir des concessions territoriales sur ce qu'ils demandent, obliger les Européens à lever les sanctions et encore bien d'autres points, mais tout ça ne pourra être obtenu que s'il y a une victoire militaire significative, peut-être pas totale, mais au moins significative sur le terrain. Et nous n'y sommes pas encore, bien que les choses progressent à l'avantage des Russes, puisque jour après jour, semaine après semaine, les Russes se rapprochent des derniers bastions ukrainiens dans le Donbass. Et je rappelle que ces bastions ukrainiens dans le Donbass, une fois qu'ils seront tombés, il est vraisemblable que l'armée russe puisse encore accélérer vers d'autres objectifs plus importants. Vladimir Poutine a déjà donné comme objectif, face au refus de Kiev de négocier, l'avancée des Russes sur le fleuve du Dniepr et la prise de la ville de Zaporizhzhia, qui est située près de la centrale nucléaire que nos éditeurs connaissent bien. Ce qui veut dire que, euh, ce qui veut dire que tout ça va continuer et que finalement, les Russes, il n'y a pas de faille dans la dynamique russe et les Russes ont compris que négocier et faire des concessions à Kiev ne pouvait pas aboutir parce que Kiev ne veut pas d'un accord, ne veut pas faire de concessions et que les Russes n'ont pas d'autre choix que celui de défaire, d'obliger de tordre le bras aux Ukrainiens et de tordre le bras aux Européens qui seront obligés de céder le jour où, euh, en gros et pour faire simple, Kiev sera à portée de tirs d'artillerie des troupes russes. Ce jour-là, effectivement,
les Européens sont obligés de mettre les deux genoux à terre et de baisser la tête. Par ailleurs, Charles, pour le quatrième anniversaire du début de cette guerre, Bernard-Henri Lévy est actuellement à Kiev afin d'apporter son soutien et témoigner après s'être rendu plus de 25 fois sur place depuis le début de ce conflit. Oui, bon, on hésite. En fait, Bernard-Henri Lévy, je dirais, c'est de la mise en scène permanente. Et nos auditeurs le savent bien, hein. C'est un gilet pare-balles sur un costume sur mesure avec une chemise blanche ouverte jusqu'au nombril. De temps en temps, grâce à Régis, il décide de mettre un casque. Tout ça, c'est de la mise en scène. C'est de la mise en scène scénarisée pour expliquer deux choses. Évidemment, pour flatter son ego et montrer que c'est un peu comme les grands auteurs, hein, comme les grands aventuriers écrivains, comme Saint-Exupéry, comme Joseph Kessel, que non seulement il sait écrire, mais aussi, je dirais, il a le courage d'aller sur place et de prendre des risques. Tout ça est totalement grotesque. Euh, il a, il est coutumier du fait, hein. Je rappelle qu'il faut retrouver sur Google Images, c'est très simple à trouver, les photos de Bernard-Henri Lévy en Libye, les photos de Bernard-Henri Lévy en Yougoslavie. Tout a toujours été du scénarisé. Et le deuxième élément, au-delà de sa petite personne qu'il adore et qu'il aime mettre en scène, c'est un combat idéologique. Et le combat idéologique, il est toujours dans le sens de la défense du mondialisme. Donc, il est l'un des acteurs et l'un des idéologues et l'un des influenceurs en France depuis plus de 40 ans. Et deuxièmement, c'est un soutien inconditionnel aussi à la stratégie de l'extrême droite israélienne. Et dans les deux cas, effectivement, la Russie de Vladimir Poutine est, je dirais, l'ennemi absolu, bien que j'ai lu ce matin que il s'opposait, il a déclaré qu'il s'opposait totalement et radicalement à Donald Trump. Ça, c'était certainement avant. Enfin, j'ai vu d'ailleurs, cette déclaration intervient avant l'intervention américaine, les bombardements américains en Iran, mais euh, où là, il a un peu levé le pied sur la critique de Donald Trump. Et globalement, ce qu'il faut comprendre, c'est que lui, comme d'autres, bon, lui est très visible parce qu'il est très connu, lui, comme d'autres, l'objectif de son combat idéologique, c'est le mondialisme et, je dirais, l'idéologie de l'extrême droite israélienne. On voit bien qu'il est dans une vision messianique des choses et son opposition à la Russie, son engagement aux côtés de l'Ukraine, c'est exactement ça. La Russie, je l'ai dit, avant l'arrivée de Donald Trump, était le caillou dans la chaussure des mondialistes. Elle était gênante et il fallait absolument la faire tomber. Ça fait des années que les Européens essaient, les mondialistes européens et les idéologues comme BHL essaient de changer le régime et changer la société russe en essayant d'y imposer à coups de centaines de millions et d'ONG qui sont devenus des agents de l'étranger, des agents mondialistes, impérialistes, la Gay Pride et d'autres choses. Malheureusement pour eux, le communisme a d'une certaine façon protégé la société russe, l'homme russe, la femme russe. Et au sortir du communisme, ces gens sont bien plus conservateurs et bien plus traditionnels que beaucoup d'Occidentaux. Euh, je les appelle hybrides, on pourrait dire aussi dégénérés, ça dépend, c'est au choix. Et ce qui fait que la société russe n'est pas perméable à l'idéologie de BHL. Et plus que ça, a compris avec cette guerre en Ukraine que la guerre qui lui était menée était une guerre idéologique pour la destruction de la société traditionnelle russe, la destruction de la religion orthodoxe, et que les Russes ne pouvaient plus rester dans un état de passivité, mais qu'ils devaient, au contraire, répondre et mener aussi ce combat idéologique en dehors du combat mené sur le terrain. Il fallait qu'ils mènent un combat idéologique. Il fallait qu'ils se protègent et il fallait aussi qu'ils puissent mener le fer et répondre à toutes ces attaques. Voilà, donc euh, BHL a des marottes, il a des obsessions, et au cœur de ces obsessions, il y a la Russie et il y a l'Ukraine. C'est quelque chose qui n'est pas étonnant. Ce qui est très étonnant, c'est le traitement médiatique qui lui est toujours réservé, alors qu'il ne vend quasiment pas de livres. On voit que quasiment tous les 15 jours, il est invité sur LCI et que les médias mainstream
peut-être par peur, mais alors peur de quoi? Je laisse un point d'interrogation, ont peur de lui porter une contradiction sérieuse. Voilà. Donc, on va aussi s'intéresser à BHL. On a beaucoup de sujets hein, sur le feu chez Omerta. Mais effectivement, on va aussi s'occuper de son cas, je pense, très bientôt, sur des sujets aussi de politique européenne. Je n'en dis pas plus, mais j'invite nos auditeurs à bien suivre notre travail, car euh, ça va secouer. Et pour terminer cette émission d'actualité, l'ambassadeur américain Charles Kouchner ne s'est pas présenté lundi au Quai d'Orsay, malgré une convocation du ministère des Affaires étrangères. Pourquoi, selon vous? Bah, je pense qu'il y a une forme de mépris de la part de l'ambassadeur américain, qui, quoi qu'on en pense, malgré ses défauts et ses qualités, est quand même considère certainement que Jean-Noël Barrot n'a pas, le ministre des Affaires étrangères français n'a pas la carrure et n'a pas la légitimité pour le convoquer. Euh, et quand on voit la réponse de Jean-Noël Barrot du Quai d'Orsay à cette non-venue, on voit que il y a toujours le petit coup de menton des macronistes. D'ailleurs, c'est marrant, la proximité entre Emmanuel Macron et Jean-Noël Barrot, psychologique, dans le comportement et quasiment même dans la tête. Il y a toujours ce petit coup de menton vers le haut. Euh, tu sais, du type qui est prêt à se bagarrer, mais qui reste à 30 mètres. Tu sais. Donc, toujours petite forme de défi. Mais face à des gens sérieux, effectivement, on est plutôt là dans le roquet qui aboie et le chien de combat, comme dirait Rougeron, qui garde son calme et qui l'observe, tu vois. Donc, il va rien se passer. Je dis aussi que si Jean-Noël Barrot se met à sévir, la réponse de Donald Trump sera, je dirais, je pense qu'ils administreront au ministre des Affaires étrangères français une punition, une sanction qui sera forte. Donc, je pense que ça, malgré ce petit coup de menton et cette petite excitation, je pense qu'il ne se passera rien. Euh, la raison de tout ça, c'est que Jean-Noël Barrot, qui préfère, comme les macronistes d'ailleurs, qui préfère soutenir dans les urnes des candidats de la France insoumise contre des candidats du Rassemblement national parce que, en bon progressiste, ils sont complices, ils sont les complices électoraux de la France insoumise. Emmanuel Macron est élu face à Marine Le Pen grâce au soutien de l'extrême gauche. Les candidats macronistes sont tous soutenus et sont élus grâce au soutien de l'extrême gauche. L'extrême gauche, dans nombre de duels législatifs face aux candidats du Rassemblement national, ont été élus grâce au soutien des macronistes. Tout ça, les deux complices, ces deux compères, les progressistes et l'extrême gauche, sont les deux faces d'une même pièce, cette pièce du mondialisme, de l'anti-France, qui partagent l'envie de détruire les traditions, l'identité, les frontières, l'âme du peuple français. Voilà. Euh, donc Jean-Noël Barrot fait la leçon, ne supporte pas les commentaires des Américains sur le meurtre du jeune Quentin et le rôle joué par l'extrême gauche. C'est pareil pour les commentaires de Giorgia Meloni, alors que Américains et Italiens, au final, si on regarde, s'inquiètent du péril de l'extrême gauche, qui ne concerne pas simplement la France. Il y a aujourd'hui une internationale de l'extrême gauche, via les wokistes et les black blocs, qui est dangereuse, qui est prête à passer à l'action violente, voire même, je dirais, à la tentative de meurtre et d'assassinat. C'était notamment le cas sur Donald Trump, c'était le cas concernant Charlie Kirk. Et évidemment, ce qui les gêne, c'est que ce qu'ils appellent l'international réactionnaire, puisque Jean-Noël Barrot a qualifié Donald Trump de parti de l'international réactionnaire, c'est qu'il n'y a pas ces tentatives de meurtre et d'assassinat, il n'y a pas cette ultra-violence de la part des patriotes et des conservateurs. Donc, euh, à la place de Jean-Noël Barrot, j'aurais certainement laissé passer j'aurais pas relevé. Mais comme il ne peut pas s'en empêcher comme son maître Macron, eh bien, ils se sont obligés toujours de répondre à distance depuis son bureau. Euh, la non-venue de l'ambassadeur américain rappelle
qu'en dehors du titre et de son bureau, il n'est finalement, dans la diplomatie et dans la politique internationale, pas grand-chose. Merci Charles pour vos réponses. Merci Joséphine, merci à tous. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne YouTube. Et on vous dit à très bientôt.